Merci à tous. Je suis content effectivement de pouvoir vous présenter ce PNDS qui n'est pas encore disponible sur le site de l'HAS, mais ça ne saurait tarder. Et donc la première question, c'est pourquoi on a voulu faire un PNDS sur l'insuffisance respiratoire chronique de l'enfant. Cette insuffisance respiratoire, c'est le terme commun à différentes pathologies respiratoires rares. Et si on prend en volume d'enfants, même si la dénomination de l'ALD recouvre des situations assez différentes, c'est un peu plus de 20 000 enfants, vous voyez, qui ont aujourd'hui une ALD avec l'étiquetage IRC grave, hors mucoviscidose. Et ça représente à peu près 6% des ALD pédiatriques. Donc c'est quand même, ça concerne probablement un nombre d'enfants assez important en France. L'insuffisance respiratoire chronique pédiatrique, c'est un impact majeur sur la qualité de vie de l'enfant, et pas seulement de l'enfant. Vous savez que maintenant en pédiatrie, enfin ça fait longtemps, mais de plus en plus on insiste beaucoup sur les répercussions des maladies chroniques de l'enfant sur la famille, sur les parents, sur la fratrie. Et l'IRC a un impact considérable sur la vie familiale. Et cette IRC, elle nécessite une démarche proactive d'optimisation des traitements de la pathologie sous-jacente, de construire un parcours de soins multiprofessionnel qui est vraiment indispensable à la prise en charge de ces enfants, et d'avoir une coordination efficace du parcours de soins. Et donc pour toutes ces raisons, la rédaction d'un PNDS semblait utile. Et puis on s'est aperçu aussi, avec le développement de programmes spécifiquement pédiatriques pour la greffe pulmonaire, qu'il était important également d'anticiper le moment où il fallait commencer à réfléchir à la greffe et impliquer l'enfant et sa famille dans cette démarche proactive. Alors d'emblée, je vais mettre les remerciements à l'ensemble des participants de tous les centres qui ont participé à la rédaction et à la relecture de ce PNDS, qui a été vraiment, je crois, un vrai échange et une vraie... où chacun a accepté de bouger un peu ses lignes par rapport à ce qu'il faisait et ce qui était démontré comme utile ou moins utile. Et je pense que ça a été une démarche déjà extrêmement bénéfique pour, on va voir dans l'impact, pour uniformiser un peu la prise en charge de ces enfants. Alors, la première question qui a été finalement peut-être la plus compliquée, c'était quelle définition on donne pour une insuffisance respiratoire chronique chez un enfant. Donc tout le monde s'est mis d'accord sur la définition physiologique, qui est celle probablement qu'utilisent aussi nos collègues adultes, qui est une diminution permanente de la PaO2, qui est mesurée en situation stable avec des méthodes de référence que sont la gazométrie artérielle ou la méthode artérialisée au lobe de l'oreille. Et puis là, ça a commencé à être un peu compliqué parce qu'évidemment, ce sont des méthodes qui sont certes faisables chez l'enfant, mais qu'en pratique, très peu de centres faisaient chez l'enfant parce que c'est douloureux, c'est pas si facile. Et beaucoup utilisaient des mesures indirectes de mesures transcutanées de la saturation. Et donc, on s'est mis d'accord sur une définition pragmatique de l'insuffisance respiratoire avec une diminution persistante de la SpO2. Et s'est posé à ce moment-là une deuxième question qui était quelles sont les normes de la SpO2 chez l'enfant. Et donc, vous voyez sur le tableau, on aboutit à des définitions certaines ou probables d'insuffisance respiratoire basées sur la saturation transcutanée. Mais enfin, cette réflexion permet que finalement chacun parle à peu près le même langage quand on parle d'insuffisance respiratoire. Et puis notre réflexion a abouti ensuite à un troisième sous-groupe qui est de dire ok, mais finalement nous on a beaucoup d'enfants pour lesquels dans la journée ça se passe bien, mais la nuit ils ont des désaturations significatives, ou à l'effort il y a des désaturations qui sont observés, et peut-être ces enfants doivent bénéficier déjà d'un parcours d'insuffisance respiratoire chronique. Et donc là encore, l'ensemble des centres se sont mis d'accord sur le concept d'IRC débutante chez l'enfant, sur ces situations dissociées ou sur les hypoxémies uniquement à l'effort.
Alors, l'autre particularité de l'IRC chez l'enfant, ce sont des parcours évolutifs qui sont différents selon la pathologie concernée, puisqu'on va avoir des insuffisances respiratoires chroniques à début néonatal ou précoce, dont un certain nombre vont avoir une évolution favorable attendue. C'est notamment les séquelles de la grande prématurité, la dysplasie bronchopulmonaire, l'insuffisance respiratoire que l'on observe dans les suites d'une hernie congénitale du diaphragme, ou la pathologie interstitielle que l'on appelle l'hyperplasie des cellules neuroendocrines. Tout ça sont des phénotypes dont on attend une évolution globalement plutôt favorable avec l'âge. Et puis, il y a des insuffisances respiratoires précoces dont l'évolution est variable. C'est par exemple les pathologies du surfactant. Et puis, on a toute une série d'insuffisances respiratoires à début plus tardif, pour lequel, là, on va attendre le plus souvent une évolution progressive, la mucoviscidose, les bronchiolites oblitérantes, un certain nombre de pathologies interstitielles, notamment auto-immunes, ou les fibroélastoses pleuropulmonaires. Alors, ce PNDS, je ne vais pas vous le détailler parce que d'abord, ça vous invite à le lire, mais je vais vous en donner juste 2-3 grands principes. Le premier grand principe qui est vraiment sur lequel on insiste beaucoup dans ce PNDS, c'est la nécessité d'un parcours de soins qui est plutôt multiprofessionnel que multidisciplinaire, parce que ça implique vraiment les spécialités médicales, mais aussi des spécialités non médicales. Et vous voyez, chaque bulle correspond vraiment à quelque chose qui, dans le PNDS, est détaillé en soi. Alors, il y a évidemment l'évolution, l'évaluation et la surveillance de l'évolution, mais il y a les aspects nutritionnels qui sont très importants, les aspects psychologiques, tout ce qui est mise en place de l'oxygène ou de la VNI à domicile, et donc les rôles notamment des prestataires, l'adaptation de la vie de l'enfant, l'école, les voyages, tout ce qui est préventif, notamment vis-à-vis des collectivités, vis-à-vis des vaccinations, tout ce qui est aide sociale qui peut aider les familles à vivre ces situations souvent compliquées, et puis tout ce qui concerne l'activité physique de l'enfant et le recours à l'activité physique adaptée. Alors, j'ai isolé 3 points spécifiques qui sont l'évaluation et la surveillance, donc là, qui relèvent de la spécialité médicale, où on va détailler quelles sont les échelles d'autocotation qui sont utiles chez l'enfant pour évaluer sa dyspnée, le rôle des explorations fonctionnelles respiratoires, qui est évidemment essentiel, le test de marche, pour lequel vraiment il y a eu une réflexion importante sur comment on uniformise ce test de marche chez l'enfant, qu'est-ce qu'on peut en attendre, à partir de quel âge, et tous les combien il faudrait le refaire. Et du coup, derrière ce test de marche, les quelques situations pour lesquelles un test d'exercice cardiopulmonaire paraît également intéressant. Le rôle des enregistrements nocturnes de la saturation, l'échographie cardiaque, l'enregistrement de la PTCO2, et puis le rôle des polygraphies du sommeil dans certaines situations, et puis le lien précoce avec les centres de transplantation pulmonaire. Alors ça, c'est un point qui nous est apparu important, c'est que l'expérience, vous savez que le nombre d'enfants qui ont une greffe pulmonaire est très faible, hein, c'est moins de 10 par an en France, mais néanmoins, ce sont des parcours qui sont très compliqués, et beaucoup de ces enfants sont encore greffés de façon presque semi-urgente, et donc sans avoir eu l'occasion de se préparer à ce chemin, et même dans certaines situations avec des greffes qui ont été faites alors qu'il n'y a pas eu de recueil explicite du consentement de l'enfant à la transplantation, puisque ce sont des enfants qui se sont retrouvés en réanimation avec des sédations qui ne permettaient plus d'avoir une discussion importante avec eux. Et donc, dans ce PNDS, il y a tout un chapitre sur quand est-ce qu'il faut commencer à réfléchir au bilan pré-greffe, quels sont les critères cliniques, fonctionnels et hémodynamiques qui justifient de s'intéresser à cette question avec l'enfant et sa famille. Et ensuite, dans quelles conditions on va préparer au mieux cet enfant et sa famille à ce parcours. Et dans les quelques situations où finalement on va décider qu'il n'y a pas de greffe possible chez l'enfant, eh bien, comment préparer un parcours de soins palliatifs pour ces enfants et ces familles. Et puis,
on insiste également sur la nécessité d'expertise soignante spécifique tout au long de ce parcours, en pré, per et post-greffe. Optimiser la qualité de vie de l'enfant avec une insuffisance respiratoire chronique, c'est quelque chose qui est quasiment transversal dans l'ensemble des chapitres du PNDS. Dans limiter les contraintes. Donc ça, c'est beaucoup dans les modes d'oxygénothérapie, de ventilation, les adaptations à l'âge des modes de délivrance, les interfaces qui vont être le mieux supportées par l'enfant. De normaliser, entre guillemets, parce qu'évidemment la vie ne sera jamais normale pour ces enfants, mais normaliser au maximum la vie de l'enfant, faciliter son insertion dans les collectivités, faciliter les déplacements en vacances, faciliter la pratique du sport. Ce sont des défis immenses, hein. Ça paraît quelques mots là, mais en pratique, ce sont toujours des situations qui sont extrêmement complexes à résoudre, par exemple avec l'école. Limiter les hospitalisations. Ça, c'est vraiment une demande des familles d'aller le moins possible à l'hôpital, et c'est compréhensible. Donc la prévention des infections par la vaccination, la place du masque. Il y a un certain nombre d'enfants pour lesquels on va demander à avoir un masque en collectivité, par exemple, ce qui n'est jamais très facile. Le monitorage à domicile, ça c'est vraiment quelque chose, a été un progrès considérable, de ne plus faire les enregistrements à la maison, mais au domicile. Et la gestion de proximité avec un lien avec le médecin traitant pour les exacerbations non sévères. Et puis évidemment l'accompagnement psychosocial qui aide ces familles au quotidien. Autre point d'attention très important, c'est la nutrition, puisque là, il y a une littérature chez l'enfant qui est déjà importante, associant de façon très claire la dénutrition avec un pronostic qui est moins bon. Et donc, ce PNDS décline toutes les mesures nutritionnelles absolument indispensables, depuis les suppléments caloriques jusqu'à des nutritions entérales nécessaires pendant une période plus ou moins longue, par sonde nasogastrique ou par gastrostomie. Alors, la dernière diapo, je pense que j'aurais respecté quasiment les 10 minutes. Quel est l'impact espéré du PNDS ? Bien, le premier impact, je pense qu'il est quasiment déjà atteint, c'est une uniformisation des pratiques au sein même de Respirar. Et la réflexion qu'il y a eu montre qu'on est parti au départ avec des pratiques qui étaient assez hétérogènes pour des situations cliniques assez proches. Et je pense que la réflexion commune, déjà, a permis à chaque centre de s'interroger sur ses propres pratiques et à aller vers une uniformisation des pratiques. Ensuite, c'est l'optimiser la construction des parcours de soins de proximité. Ça, c'est vraiment un des objectifs majeurs de ce PNDS, c'est d'essayer de limiter l'hospitalocentrisme pour ces enfants qui ont besoin de beaucoup de soins et d'améliorer les interactions avec le médecin traitant. Et ce PNDS se veut une aide au médecin traitant dans la proximité, et de mieux anticiper et de préparer un projet de greffe pulmonaire, même si ça concerne très peu d'enfants. Et donc au final, c'est évidemment d'améliorer la prise en charge des enfants avec une insuffisance respiratoire chronique et de sécuriser les familles dans ce parcours. Voilà, je vous remercie. Il y a la place pour une question peut-être. Alors, tout dépend de l'âge de l'enfant, bien sûr. Mais par exemple, il y a des enfants, même de 8-10 ans, qui vont dire qu'ils ne veulent pas être greffés. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer parce que, évidemment, est-ce que ce refus est quelque chose de réellement élaboré dans la tête de l'enfant ou est-ce que c'est une opposition comme il pourrait s'opposer à plein d'autres choses ? Et donc ça nécessite un travail pour essayer de comprendre quelle est la motivation de ce refus et de faire évoluer l'enfant et sa famille vers une acceptation potentielle de ce parcours. Mais c'est toujours très difficile d'avoir un enfant qui dit « moi je ne veux pas ce que vous me proposez ». Parce que comment aller vers un projet de greffe si l'enfant dit « moi je ne le veux pas ». Alors quand c'est un adolescent, ce refus il peut être très clairement affirmé. Mais là encore, c'est souvent un travail, et j'ai en tête 2 ou 3 adolescents qui, après 1 an, 2 ans de refus, ont évolué vers en disant je comprends mieux ce que vous me proposez et donc je suis prêt à aller vers ça. Donc c'est du temps qui est nécessaire parce que l'information qu'on donne à ces jeunes, elle est
le plus proche possible de la réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas juste tu vas passer au bloc opératoire et le lendemain tu respires bien. Voilà. Donc c'est une vraie information sur un parcours qui est potentiellement extrêmement compliqué et l'adhésion de l'enfant est nécessaire. Voilà. Allez-y, dernière question, je pense. Merci. Oui, merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Donc, dans les étiologies d'IRC dont tu as parlé, c'était beaucoup les IRC hypoxémiques, mais on voit aussi beaucoup de patients, bien sûr, qui ont des IRC, des pathologies neuromusculaires, polyhandicap, enfin, tout ce type de pathologie-là, dans lequel la prise en charge respiratoire n'est pas forcément facile parce qu'on n'est pas, en règle générale, le médecin référent et au premier plan de la prise en charge de ces patients-là. Est-ce que dans le cadre du PNDS, il y a eu des échanges avec d'autres filières, par exemple Philnemus ou des centres de référence qui prennent en charge les patients polyhandicapés? Alors, merci Jessica de cette précision, parce qu'effectivement, j'aurais dû le préciser, ce PNDS ne s'adresse qu'aux IRC à point de départ pulmonaire. On a exclu les pathologies neuromusculaires, c'est-à-dire on a exclu les dépendances ventilatoires liées à une pathologie qui ne soit pas pulmonaire. Voilà.